Signe ici, Aminata. Claire pousse le stylo-plume en or blanc sur la nappe brodée, la pointe métallique racle le tissu comme une lame. Aminata fixe le contrat, ses doigts de noueux se crispent sur la cuillère en argent. Le métal froid glisse, tombe, résonne contre le bord de l'assiette en porcelaine de Limoges. Je ne signe pas. La voix d'Aminata, rauque, tranche le silence. Claire sourit, lèvres pincées, dents serrées. Elle attrape le poignet de la vieille femme, ongles vernis, enfoncés dans la peau noire, veines saillantes. Tu signes ou tu finis à Saint-André. Antoine, debout derrière sa chaise, fronce les sourcils. Il pose la main sur l'épaule de sa mère. Le tissu de la chemise en coton égyptien se froisse sous ses doigts. « Maman, c'est pour ton bien. » Aminata lève les yeux. Ses pupilles, voilées pliées par la cataracte, fixent son fils. Elle retire sa main d'un geste sec. Le bracelet en perles de Dakar claque contre le verre de vin. « Mon bien ?» Claire relâche le poignet, laisse une marque rouge en croissant. Elle se penche, souffle sur la soupe fumante. Une goutte de liquide transparent tombe du compte-gouttes, dissimulé dans sa paume. Bois. Aminata porte la cuillère à ses lèvres. Le goût amer lui brûle la langue. Elle tousse, crache dans la serviette en lin. Claire ricane, ramasse la cuillère tombée, la replonge dans le bol. « Tu vas boire, vieille folle. » Antoine serre les mâchoires. Il attrape le bol, le renverse. La soupe se répand, tache la nappe blanche comme une flaque de sang diluée. « Assez !» Claire se redresse, yeux plissés. Elle attrape le contrat, le froisse dans son poing. Le papier craque comme des os. « Tu veux la guerre? Tu l'auras. » Aminata se lève. Ses genoux tremblent. Elle s'appuie sur la canne, en bois d'ébène, cadeau de son mari défunt. Le pommeau en ivoire glisse dans sa paume moite. La guerre, je la connais. Elle tourne les talons. Ses pantoufles en velours râprent le parquet ciré. Claire la suit du regard, lèvres retroussées. Antoine reste figé, mains crispées, sur le dossier de la chaise. Maria, dans l'ombre de la porte, serre le torchon contre sa poitrine. Ses phalanges le blanchissent. Elle voit tout. Elle ne dit rien. Le silence tombe, lourd comme une dalle de marbre. Aminata franchit le seuil de la salle à manger, sa canne frappe le parquet comme un métronome de la dignité. Claire ricane, ramasse le contrat froissé, le déplie d'un geste sec, le lisse sur la table. Antoine fait un pas, tend la main vers sa mère, mais ses doigts se referment dans le vide. « Maman, attends !» Aminata s'arrête. Elle pivote lentement, le dos courbé, la nuque raide. Ses yeux, deux braises éteintes, fixent son fils. Elle ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Ses lèvres tremblent. Elle serre la canne plus fort. Le bois gémit. Maria surgit de l'ombre, pose une main sur l'épaule d'Aminata. Ses doigts, calleux, presse-moi la chair frêle. Aminata hoche la tête, imperceptiblement. Elle reprend sa marche. Chaque pas résonne. Claire se lève, talon aiguille, claque-me sur le sol. Elle attrape le bras d'Antoine, ongles plantés dans le tissu de sa veste. Laisse-la, elle est folle. Antoine se dégage, brutal. Il suit sa mère. Ses chaussures en cuir italien écrasent les éclaboussures de soupe. Il atteint le couloir. Aminata monte l'escalier, lentement, une marche après l'autre. Sa main glisse sur la rampe en fer forgé. Maria la suit, 2 pas derrière. Elle tient le torchon comme un bouclier. Aminata s'arrête au milieu de l'escalier. Elle se retourne. Sa voix, rauque, monte depuis les profondeurs de sa poitrine. Le venin ne tue pas l'âme, il la réveille. Antoine reste en bas, bouche ouverte. Claire arrive, essoufflée. Elle pousse Antoine, monte 2 marches. « Tu vas regretter ça, vieille sorcière. » Aminata sourit. Un sourire sans dents, sans chaleur. Elle reprend son ascension. Maria la soutient par le coude. Elles disparaissent dans le couloir. Antoine reste figé.
Il regarde la trace de soupe sur le parquet. Il s'agenouille, touche la tache. Ses doigts tremblent. Il se relève, regarde Claire. « Qu'est-ce que tu lui as mis dans la soupe ?» Claire hausse les épaules. Elle descend, passe devant lui. Ses talons claquent. Elle s'arrête, se retourne. Rien qu'elle ne mérite. Antoine serre les poings. Il monte l'escalier, 2 à 2. Il atteint la porte de la chambre d'Aminata. Il frappe. Pas de réponse. Il pousse la porte. Aminata est assise sur le lit. Maria range les pantoufles. Aminata tient une photo dans ses mains. Son mari, en costume traditionnel, sourit. Elle caresse le verre du cadre. Antoine entre. Il s'agenouille. Il prend la main de sa mère. « Pardonne-moi. » Aminata retire sa main. Elle pose la photo sur la table de nuit. Elle se lève, s'appuie sur la canne. Elle marche jusqu'à la fenêtre. Elle regarde le jardin. Maria ferme la porte derrière Antoine. Le verrou clique. Dehors, le vent fait trembler les feuilles du jabouticaba. Aminata murmure, si bas qu'on l'entend à peine. La maison respire, encore. Claire referme la porte de la cuisine d'un coup de talon. Le battant claque contre le chambranle, fait vibrer les verres, suspendus au-dessus de l'évier. Antoine descend l'escalier. Ses semelles te martèlent, chaque marche, résonne comme des coups de marteau dans sa poitrine. Il entre, voit Claire essuyer la table, avec un chiffon imbibé d'eau de javel, l'odeur âcre lui pique les narines. Explique. Claire ne lève pas les yeux, frotte plus fort, le tissu grince sur le bois verni. Antoine attrape son poignet, le serre jusqu'à ce que les os craquent. Elle lâche le chiffon, se dégage d'un mouvement sec, se retourne, yeux plissés. « Tu me fais mal. » Antoine fouille la poubelle, renverse les épluchures, trouve le flacon vide de séroprame. Le plastique blanc roule sur le carrelage. Il le ramasse, lit l'étiquette, ses pupilles se dilatent. 200 comprimés. Pour qui? Claire ricane, croise les bras, le tissu de sa blouse blanche se tend sur sa poitrine. Elle s'approche, pose une main sur son épaule, doigt d'eau glacée. Pour ta mère, elle en avait besoin. Antoine repousse sa main, le flacon tombe, rebondit, roule sous la table. Il s'agenouille, le récupère, voit la tache d'encre bleue sur l'étiquette. Une écriture tremblante. Pour maman, 3 jours. Il fronce les sourcils, reconnaît l'écriture de Claire, pas celle d'Aminata. Elle ne sait pas écrire le L à l'envers. Claire pâlit, lèvres pincées, elle attrape le flacon, tente de l'arracher. Antoine le serre dans son poing, les jointures blanchissent. Il se relève, la pousse contre le réfrigérateur. Le métal froid vibre sous son dos. Tu mens depuis quand? Claire respire fort, poitrine se soulève, elle lève la main, gifle l'air à 1 centimètre de sa joue. Antoine ne bronche pas. Il ouvre le flacon, vide les derniers comprimés dans sa paume, les écrase entre ses doigts, la poudre blanche tombe comme de la neige. Maria entre, torchon à la main, voit la poudre, s'arrête net. Ses yeux passent d'Antoine à Claire, puis au flacon. Elle serre le torchon, les veines saillent sur ses avant-bras. Monsieur Antoine. Claire se tourne, regard noir, Maria recule d'un pas. Antoine range les restes dans sa poche, le tissu se gonfle. Il sort, monte l'escalier, frappe à la porte d'Aminata. Pas de réponse. Il pousse, entre. Aminata est allongée, yeux fermés, respiration faible. Maria le suit, ferme la porte, verrouille. Elle sort son téléphone, montre l'écran, une vidéo floue. Claire verse des gouttes dans la soupe, 3h12 du matin. Antoine regarde, mâchoire serrée. Depuis combien de temps? Maria baisse les yeux, voix tremblante. 6 mois. Antoine s'assoit au bord du lit, prend la main d'Aminata, froide comme la pierre. Il murmure, voix brisée. « Je vais tout arranger. » Dehors, le jabouticaba tremble, une feuille tombe, heurte la fenêtre avec un bruit sec. Antoine jaillit de la chambre comme un homme poursuivi par ses propres ombres, descend l'escalier 4 à 4,
chaque marche gémissant sous le poids de sa culpabilité qui s'alourdit à chaque seconde. Et lorsqu'il atteint le hall, il arrache son manteau du porte-manteau. Le tissu se déchire légèrement sur le crochet, mais il ne s'arrête pas, pousse la porte d'entrée qui claque contre le mur, laissant une marque blanche sur le plâtre. Dehors, la nuit bordelaise l'enveloppe d'un froid humide qui colle à sa peau. Il court jusqu'à sa voiture, les graviers crissent sous ses semelles. Il ouvre la portière d'un geste brutal, le métal grince, s'installe au volant, démarre en trombe. Les phares de Baleda, les vignes endormies, le long de la route de Pessac. Et pendant que le moteur rugit, il revoit le flacon vide, la poudre blanche sur ses doigts. La vidéo floue de Maria, tout se mélange en un tourbillon qui lui serre la gorge. Il dépasse les limitations, klaxonne un tracteur qui traîne sur la départementale, les vignes défilent en lignes noires et argentées sous la lune. Et à chaque virage, il se répète qu'il aurait dû voir, qu'il aurait dû écouter, que l'amour l'a rendu sourd et aveugle. Mais maintenant, il court, il cherche, il veut réparer, avant que le poison n'ait achevé son œuvre. Arrivé à Paris, il gare en double file devant son appartement de la rue de Rivoli, monte les escaliers sans attendre l'ascenseur. Ses poumons brûlent. Il ouvre la porte, fouille les tiroirs de son bureau, renverse des dossiers, trouve le carnet médical de sa mère, les pages jaunies par les années, les ordonnances du docteur Moreau datées de 3 ans, aucune trace de séroprame, seulement du donépésil pour l'Alzheimer naissant, et il serre le carnet contre sa poitrine comme un talisman. Redescend, reprend la route dans l'autre sens. La nuit devient aube grise, les camions de livraison commencent à circuler, il s'arrête à une station-service, boit un café brûlant qui lui écorche la langue, regarde son reflet dans la vitre, les yeux injectés de sang, la barbe naissante, et il se jure que cette fois, il ne rentrera pas sans preuve, sans vérité, sans pardon. De retour à Pessac, le soleil se lève derrière les murs de pierre de la maison, il gare devant le portail, les gonds grincent quand il pousse, il entre, trouve Claire dans la cuisine, elle coupe des légumes avec une précision chirurgicale, le couteau tranche la carotte en rondelles parfaites, il s'approche, pose le carnet sur la table, les pages s'ouvrent d'elles-mêmes sur l'ordonnance, Claire lève les yeux, son regard se durcit, elle pose le couteau, la lame reste plantée dans la planche, il parle enfin, la voix, rauque, exige qu'elle ouvre le coffre de l'armoire, à pharmacie. Elle refuse, il insiste, elle cède, tourne la clé, le métal cliquette. Il fouille, trouve 3 boîtes neuves de séroprame, les dates d'achat récentes, les étiquettes à son nom à elle, pas à celui d'Aminata. Et il sent la rage monter, mais il se contient, il referme le coffre, emporte les boîtes, monte à l'étage, frappe à la porte de sa mère. Maria ouvre, les yeux rougis. Il entre, s'agenouille près du lit, où Aminata repose, pâle mais vivante. Il prend sa main, la serre, murmure qu'il est là, qu'il ne partira plus, qu'il va tout arrêter. Et dans ce serment silencieux, il sent enfin le poids de la recherche se transformer en résolution. Maria referme la porte de la chambre derrière Antoine, qui s'éloigne dans le couloir. Le battant se verrouille avec un clic discret. Puis, elle se tourne vers Aminata, toujours allongée sur le lit. Les draps blancs froissés autour de son corps frêle comme des vagues figées, et elle s'approche à pas lents. Ses pantoufles en caoutchouc glissent sur le parquet usé. Elle s'assoit au bord du matelas, prend la main de la vieille femme entre les siennes, les veines bleues saillent sous la peau noire. Elle commence à masser doucement les articulations raidies, un geste répété depuis 25 ans, depuis le jour où elle a franchi pour la première fois le seuil de cette maison avec une valise en carton et un contrat de travail signé à la hâte. Aminata ouvre les yeux, lentement, les paupières lourdes, elle fixe le plafond où les ombres des branches du Jabuticaba dansent au gré du vent matinal, et elle murmure d'une voix rauque que Maria doit pencher l'oreille pour entendre,
des mots en wolof mêlés de français, des bribes de comptines qu'elle chantait autrefois aux enfants de l'école maternelle de Dakar, des mélodies qui flottent dans la pièce comme des souvenirs vivants. Maria se lève, ouvre la fenêtre, l'air frais du jardin entre en rafale, porte l'odeur des vignes humides et des feuilles mortes. Elle aide Aminata à s'asseoir, passe un bras autour de ses épaules, la soutient jusqu'à la petite porte-fenêtre qui donne sur la véranda. Elles descendent les 3 marches de pierre usées, les pieds de nus d'Aminata effleurent le gazon encore mouillé de rosée, et elles s'installent sur le banc en fer forgé sous l'arbre brésilien, celui que le mari d'Aminata avait rapporté d'un voyage à Salvador, planté il y a 30 ans, toujours ce stérile, jusqu'à ce matin, où une unique fleur violette pointe entre les feuilles. Aminata tend la main, effleure la pétale du bout des doigts, un sourire fragile éclaire son visage, elle commence à chanter, la voix faible mais juste, une berceuse que Maria connaît par cœur, et les oiseaux se taisent un instant pour écouter, tandis que Maria sort de sa poche un petit pain au lait qu'elle a caché dans le four avant l'aube. Elle le casse en 2, en donne la moitié à Aminata qui mord dedans avec l'appétit d'un enfant. Les miettes tombent sur sa robe en coton fleuri. Dans la cuisine, Claire passe en trombe. Elle cherche quelque chose, ouvre les placards, claque les portes. Mais Maria a déjà tout rangé. Les flacons suspects sont cachés dans le double fond du tiroir à couvert, enveloppés dans un torchon brodé aux initiales d'Aminata. Et quand Claire monte à l'étage pour vérifier si la vieille femme dort encore, Maria reste dehors. Elle sort son téléphone, filme discrètement la scène à travers la vitre, capture le moment où Aminata lève la tête vers le ciel, où la fleur du jabouticaba s'ouvre complètement, où la lumière du soleil traverse les feuilles et dessine des motifs dorés sur la peau noire. Elle enregistre aussi le chant, la voix qui monte et descend comme une prière, et elle sait que cette vidéo n'est pas seulement une preuve, c'est le testament d'une femme qui refuse de mourir en silence. C'est la preuve que même empoisonnée, même oubliée, Aminata reste debout, reste mère, reste gardienne de cette maison et de ses souvenirs. Quand Antoine reviendra, Maria lui montrera cela, et il comprendra que le monde de sa mère n'a jamais été celui des hôpitaux ou des contrats, mais celui des jardins, des chansons, des gestes simples qui tissent la vie plus solidement que n'importe quel héritage. Antoine pousse la porte de la véranda avec l'épaule, le battant en bois, vermoulu grince sur ses gonds rouillés, et il s'arrête net en découvrant sa mère, assise sur le banc de fer, la lumière filtrant à travers les feuilles du jabouticaba qui dessine des taches dorées sur sa robe fanée, tandis que Maria reste debout derrière elle, une main protectrice posée sur l'épaule frêle. Et il sent son cœur se serrer comme si une main invisible l'écrasait, car il voit enfin ce qu'il a refusé de voir pendant des mois. La maigreur des bras, les pommettes saillantes, les yeux trop grands dans un visage trop petit. Il s'approche lentement, les graviers crissent sous ses chaussures. Il s'agenouille devant Aminata, prend ses mains dans les siennes, les jointures noueuses et froides, et il baisse la tête, les larmes coulent sans qu'il puisse les retenir, tombent sur les doigts noirs de sa mère comme des gouttes de pluie sur la terre sèche. Aminata retire une main, lentement, la pose sur la nuque de son fils, ses doigts du tremblant effleurent pour les cheveux grisonnants, et elle parle d'une voix basse mais ferme, une voix qui n'a plus rien de la confusion des derniers mois. Elle dit qu'elle pardonne, mais que le pardon n'est pas l'oubli, qu'il doit jurer sur la mémoire de son père, sur la fleur qui vient enfin d'éclore, de ne jamais vendre la maison, de ne jamais la confier à une institution, de ne jamais laisser Claire décider de son sort. Antoine hoche la tête, la gorge nouée. Il promet, il jure, il presse les mains de sa mère contre son front. Et dans ce geste, il sent le poids de toutes les absences, de tous les dîners où il n'était pas là,
de tous les appels qu'il a laissés sans réponse. Maria, toujours debout, sort de sa poche le téléphone, le tend à Antoine sans un mot, l'écran allumé sur la vidéo du matin, la fleur, le chant, la lumière, et Antoine regarde. Les larmes brouillent l'image, mais il voit, il entend, il comprend que cette preuve n'est pas seulement un enregistrement, c'est une déclaration de vie. Puis Maria glisse autre chose dans sa main, un papier plié en 4, jauni par le temps. Elle explique à voix basse que c'est le contrat que Claire a forcé Aminata à signer la veille, mais qu'Aminata, dans un éclair de lucidité, a marqué la marge d'un petit signe, un L à l'envers, comme elle l'a toujours écrit depuis l'enfance, un détail que personne ne connaît sauf elle et Maria, et Antoine déplie le document, voit la signature, parfaite, trop parfaite, puis le L inversé, minuscule, presque invisible, mais irréfutable, une preuve de falsification qui fait vaciller tout l'édifice de mensonges. Claire surgit alors à la porte de la véranda, le visage crispé, elle a entendu les voix, elle s'approche, tente de prendre le papier, mais Antoine le serre dans son poing, le froisse contre sa poitrine, et pour la première fois, il la regarde sans amour, sans peur, seulement avec une colère froide. Il lui dit qu'il sait tout, qu'il a les flacons, la vidéo, le faux, et qu'elle a jusqu'au soir pour quitter la maison, sinon il appelle la police. Claire pâlit, ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Elle recule, trébuche sur une racine du jabouticaba, se rattrape au tronc, les écorces rugueuses éraflent d'art sa paume, et elle fuit vers l'intérieur, ses talons claquant comme des coups de feu dans le silence du jardin. Aminata, toujours assise, lève les yeux vers le ciel, une brise fait trembler la fleur violette, et elle murmure que la vérité commence toujours par un petit signe, un L à l'envers, une vidéo dans un téléphone, une main sur une épaule, et que maintenant le chemin est ouvert, mais qu'il faudra marcher ensemble, jusqu'au bout. La voiture de Viviane de Montfort s'arrête devant le portail dans un crissement de pneus sur le gravier. Le moteur diesel tousse encore 2 fois avant de se taire, et la portière s'ouvre d'un coup sec, laissant échapper un nuage de parfum coûteux qui se mêle à l'odeur des vignes voisines. Viviane descend, tailleur anthracite impeccable, escarpin verni qui claque-crante sur les dalles. Elle tient à la main une chemise cartonnée épaisse, fermée par un élastique rouge, et elle avance droit vers la porte d'entrée sans frapper, comme si la maison lui appartenait déjà. Son regard balaye la façade de pierre avec la satisfaction d'un général inspectant un territoire conquis. Antoine sort du salon, au moment où elle pousse le battant, il bloque le passage, bras croisés, mais Viviane ne ralentit pas, elle le bouscule légèrement de l'épaule, entre, pose la chemise sur la console en marbre, l'élastique claque quand elle le retire, et elle ouvre le dossier d'un geste théâtral, révélant des photocopies de contrats, des relevés bancaires, des expertises immobilières. Tout est là, prêt à signer. Elle parle sans attendre, la voix tranchante, explique que le marché immobilier explose à Pessac, que la maison vaut désormais 3,2 millions, qu'il faut agir vite avant que la vieille ne devienne un légume complet, et qu'Antoine doit transférer la nue propriété à Claire dès aujourd'hui, sinon les dettes de l'entreprise familiale risquent Boumès de tout engloutir. Antoine serre les mâchoires, sent la colère monter, mais Viviane continue, elle sort un stylo Montblanc, le pose sur le contrat comme on pose une arme sur une table de négociation, et elle appuie là où ça fait mal, rappelle les emprunts contractés pour sauver la société vinicole, les hypothèques sur les chais, les créanciers qui appellent chaque matin. Elle sait tout, elle a tout prévu. Elle a même apporté une procuration déjà remplie, au nom d'Aminata, avec la signature imitée à la perfection, sauf le L à l'envers que personne n'a vu. Maria apparaît dans l'encadrement de la porte de la cuisine, torchon à la main, elle a entendu chaque mot,
Elle s'approche sans bruit, pose le torchon sur la console, effleure du bout des doigts la procuration, et Viviane la remarque enfin, la toise avec mépris, lui ordonne de retourner à ses casseroles. Mais Maria ne bouge pas. Elle fixe la belle-mère, et dans ce regard il y a 25 ans de loyauté, de nuits blanches, de secrets se garder. Elle dit calmement que la maison n'est pas à vendre, que la vieille ce n'est pas un légume, qu'elle chante encore tous les matins. Et Viviane rit, un rire sec qui résonne dans le hall. Elle attrape la procuration, la brandit comme un trophée, affirme que les médecins sont déjà payés, que l'expertise psychiatrique est prête, que dans 3 jours, Aminata sera déclarée incapable et internée à Saint-André, que tout est légal, que tout est irréversible. Antoine sent le sol se dérober, il attrape le dossier, le feuillette à toute vitesse, voit les tampons, les signatures, les dates, tout semble parfait, trop parfait. Et Viviane profite de l'instant, elle pose une main possessive sur son bras, murmure que c'est pour le bien de tous, que Claire mérite cette maison après tout ce qu'elle a d'Oda enduré, que la vieille n'a plus rien à faire ici, qu'elle ne reconnaît même plus son fils. Et Antoine repousse la main, brutal, le dossier tombe, les feuilles s'éparpillent sur le marbre comme des cartes perdantes. Il ordonne à Viviane de sortir, mais elle ne bouge pas. Elle sourit, elle sait qu'elle a planté la graine, que le doute est là, que le temps joue pour elle, et elle tourne les talons, ses escarpins claquent jusqu'à la porte. Elle lance par-dessus son épaule que le notaire attend la signature demain matin, que l'offre expire à midi, puis elle disparaît, laissant derrière elle le parfum et la menace. Antoine ramasse les feuilles éparpillées sur le marbre, comme on ramasse les débris d'un accident. Les coins des documents se cornent sous ses doigts de tremblants, et il les empile en désordre, les fourre dans la chemise cartonnée, tandis que Maria referme la porte derrière Viviane d'un geste lent. Le battant claque doucement, isolant la maison du monde extérieur. Il se tourne vers la vieille servante, les yeux rougis par la fatigue et la rage contenue, et il lui demande de tout montrer, la vidéo, les flacons, les cachettes, sans attendre, sans perdre une seconde, car il sait que le temps file comme le sable dans un sablier fendu. Maria hoche la tête, l'entraîne vers la cuisine, ouvre le tiroir à couvert, soulève le double fond en bois, révèle les boîtes de séroprame enveloppées dans le torchon brodé, les étiquettes encore intactes, les dates d'achat alignées comme des balles dans un chargeur, et Antoine les photographie une à une. Le flash de son téléphone illumine les recoins sombres, capture les numéros de l'eau, les noms de la pharmacie Montfort-Lacroix, puis il passe à l'ordinateur portable de Claire, posé sur le bureau du petit salon. L'écran s'allume d'un clic, il entre le mot de passe qu'il connaît depuis toujours, ouvre le dossier caché nommé « Succession », trouve les emails échangés avec Viviane, les pièces jointes, les devis de l'institution Saint-André, les factures pour des expertises psychiatriques bidons, tout est là, noir sur blanc, irréfutable. Maria, pendant ce temps, grimpe à l'étage, fouille la chambre de Claire, soulève le matelas, découvre une enveloppe Kraft scellée, l'ouvre avec précaution, y trouve des photocopies de l'Ancien Testament d'Aminata, celui qui lègue tout à Antoine sans condition, mais annoté en rouge, rayé, remplacé par un nouveau projet où Claire devient usufruitière, et elle glisse l'enveloppe dans la poche de son tablier, redescend, la tend à Antoine qui pâlit en reconnaissant l'écriture de sa femme, les ratures rageuses, les mots soulignés 3 fois, urgence, incapable, internement. Ils sortent ensemble dans la nuit, la voiture d'Antoine démarre en silence, direction la pharmacie familiale au centre de Bordeaux. Les rues sont désertes, les réverbères projettent au monde des halos jaunes sur l'asphalte humide. Ils se garent en double file, forcent la porte de service avec la clé que Maria a gardée depuis 20 ans, entrent dans l'arrière-boutique,
Les néons clignotent, les armoires, métalliques, s'alignent comme des soldats. Antoine ouvre le registre des ventes, feuillette les pages, trouve les lignes manuscrites. 200 comprimés par mois, payés en liquide, signé Claire de Montfort. Et il photographie chaque page. Le flash éclaire les dates, les quantités, les montants, tandis que Maria fouille les tiroirs, découvre un carnet noir, des noms, des adresses, des sommes, des mentions, patients décédés, héritage réglé. Et elle sent son estomac se nouer, car elle comprend que ce n'est pas la première fois, que d'autres vieux ont disparu avant Aminata, que la maison n'est qu'un pion, dans un jeu beaucoup plus vaste. Ils ressortent chargés de preuves. Le coffre de la voiture rempli de documents, de flacons, d'enveloppes, et Antoine conduit jusqu'à l'appartement du docteur Moreau, frappe à la porte à 3 heures du matin. Le médecin ouvre, en robe de chambre, les yeux gonflés, mais il les fait entrer. Écoute, regarde les vidéos, les analyses, les registres, et il pâlit, reconnaît les symptômes, confirme que le séroprame à sa haute dose provoque exactement ce qu'Aminata subit. L'apathie, la perte d'appétit, les chutes, la confusion. Et il promet un rapport officiel, une prise de sang immédiate, un signalement aux autorités sanitaires. Maria, épuisée, s'assoit sur le canapé, serre l'enveloppe contre sa poitrine, et Antoine, pour la première fois, prend sa main, la serre, remercie, car il sait que sans elle, sans ses yeux, sans sa mémoire, il serait encore aveugle, encore complice. Et dans ce geste simple, dans cette nuit bordelaise, l'enquête devient une croisade, la maison un champ de bataille, la vérité une arme qu'ils affûtent ensemble, page après page, flacon après flacon, mensonge après mensonge. Le rapport du docteur Moreau atterrit sur le bureau d'Antoine avant même que le soleil ne se lève complètement derrière les vignes. Les pages encore tièdes de l'imprimante, agrafées dans un coin, et il les lit à voix haute dans la cuisine, la voix rauque, tandis que Maria verse le café dans des tasses ébréchées, les volutes de vapeur montant comme des fantômes au-dessus de la table, enchaînent. Les analyses sanguines confirment la présence massive de citalopram, un taux incompatible avec toute prescription légitime, suffisant pour provoquer des troubles cognitifs graves chez une personne âgée, et le médecin a joint une note manuscrite, soulignant que ce type d'intoxication prolongée simule parfaitement une démence rapide, une Alzheimer galopante, un diagnostic que Claire a utilisé comme arme pour justifier l'internement. Antoine pose le document, les mains tremblantes, et Maria ouvre le carnet noir trouvé dans la pharmacie, le pose à côté, les pages s'écartent d'elle-même sur une liste de noms, 5 au total, tous des clients âgés, tous décédés dans les 2 dernières années, tous ayant modifié leur testament en faveur de Claire ou de Viviane peu avant leur mort, tous ayant reçu du séroprame en quantités anormales, tous ayant signé des procurations pour vendre leurs biens à des prix ridicules. Antoine feuillette le registre des ventes, croise les dates, les noms, les quantités, et il voit le schéma se dessiner comme une toile d'araignée, chaque fil reliant la pharmacie Montfort-Lacroix à une maison vendue, à un compte offshore, à une commission versée à Viviane, et il comprend que sa mère n'est pas la première victime, mais la 3e, la plus riche, la plus symbolique, celle qui doit sceller la fortune familiale. Maria, les larmes aux yeux, raconte ce qu'elle a vu il y a 18 mois, une vieille dame de Talence amenée par Claire sous prétexte de consultation, repartie avec un sac de médicaments, morte 3 semaines plus tard d'une chute dans l'escalier, la maison vendue en viager à une société écran, l'argent transféré à Chypre, et elle se souvient du regard de Claire ce jour-là, le même sourire poli, la même voix douce, la même main qui serrait le bras trop fort. Antoine ouvre son ordinateur, se connecte au cadastre, tape les adresses des défunts, voit les mutations de propriété, les dates, les prix.
Tout coïncide, tout est là, et il sent la nausée monter, car il réalise que sa femme n'a pas seulement voulu la maison, elle a bâti un système, une machine à héritage, une entreprise de mort lente déguisée en soins pharmaceutiques. Il appelle le notaire, demande les dossiers des successions, reçoit par mail les testaments modifiés, les signatures tremblantes, les expertises médicales signées par un psychiatre inconnu, et il reconnaît le tampon, la même encre bleue, le même cachet que sur le faux contrat d'Aminata. Maria, pendant ce temps, sort une boîte à chaussures du fond de l'armoire, y a conservé les lettres de remerciement des familles, les faire-part de décès, les cartes de condoléances, et elle les étale sur la table, une à une, comme on étale des cartes à jouer, et chaque nom correspond à une ligne du carnet noir, chaque date à une vente, chaque mort à un virement. Antoine se lève, marche jusqu'à la fenêtre, regarde le jabuticaba, la fleur violette maintenant pleinement éclose, et il comprend que la vérité n'est née pas seulement dans les flacons ou les faux, c'est dans le silence des morts, dans les maisons vendues, dans les familles qui n'ont rien soupçonné, et il sait que s'il arrête Claire et Viviane pour Aminata seule, les autres victimes resteront oubliées, leurs histoires effacées, leurs biens volés, leurs noms rayés. Il prend le téléphone, appelle un journaliste d'investigation qu'il connaît depuis l'université, lui envoie les documents, les photos, les analyses, et il promet une conférence de presse dans 48 heures dans les chais de la société vinicole, devant les caméras, devant le monde, car la vérité doit exploser comme une barrique trop pleine, doit inonder les vignes, doit couler jusqu'à la Garonne, doit laver la maison, doit rendre justice à tous les noms du carnet noir, et surtout doit sauver Aminata avant qu'il ne soit trop tard. Claire surgit dans le couloir comme une ombre qui se détache du mur, le visage blême sous la lumière crue de l'ampoule nue, et elle tient à la main une seringue remplie d'un liquide laiteux, l'aiguille lui d'un éclat froid, tandis qu'elle avance vers la chambre d'Aminata. Ses pas feutrés sur le parquet, mais Antoine l'intercepte au moment où elle pose la main sur la poignée. Il la saisit par le poignet, serre jusqu'à ce que l'os craque. La seringue tombe, roule sous le lit, et Claire se débat, griffe son bras, laisse des sillons rouges sur la peau, hurle que c'est pour en finir, que la vieille souffre trop, qu'il faut abréger les souffrances avant que la police ne vienne tout gâcher. Antoine la plaque contre le mur, l'avant-bras en travers de sa gorge, et il sent son haleine chaude, son parfum mêlé à l'odeur chimique du médicament. Il exige de savoir où est Viviane, où sont les autres doses, mais Claire rit, un rire hystérique qui résonne dans le couloir. Elle dit que la belle-mère est déjà en route pour l'aéroport, que les comptes sont vidés, que la maison sera saisie avant midi, que tout est fini. Maria accourt de la cuisine, alertée par les cris, elle voit la seringue par terre, se jette à genoux, la ramasse avec un chiffon, l'enveloppe, la glisse dans sa poche, puis elle aide Antoine à traîner Claire vers le salon, les talons de la femme raclent le sol, laissent des traces noires, et elle comme la pousse dans le fauteuil en cuir. Antoine maintient ses bras derrière le dossier, tandis que Maria sort son téléphone, appelle le docteur Moreau, lui demande de venir immédiatement avec une ambulance, car Aminata respire mal, car le poison a peut-être fait plus de dégâts qu'on ne croit. Claire se tortille, tente de mordre, crache des insultes, accuse Maria d'être une traîtresse, une voleuse, une immigrée qui n'a rien à faire dans cette famille. Mais Antoine appuie plus fort, lui rappelle les noms du carnet noir, les morts, les maisons, et Claire pâlit, comprend que le piège se referme, que les preuves sont trop nombreuses, que le silence n'est plus une option. Viviane arrive alors, valise à la main. Elle entre par la porte de service, pense que tout est calme, mais elle tombe sur la scène, lâche la valise qui s'ouvre, des liasses de basses d'euros s'éparpillent sur le carrelage, et elle tente de fuir, court vers la véranda. Mais Maria la rattrape,
la saisit par le col, la ramène de force. Les deux femmes luttent, les escarpins de Viviane claquent, une talon se casse, elle trébuche, tombe à genoux, et Antoine la relève, lui montre le rapport sanguin, les photos, les emails, lui dit que la police est en route, que l'aéroport est surveillé, que les comptes sont gelés, que tout est fini. Viviane s'effondre, pleure, supplie, promet de tout avouer si on épargne Claire. Mais Antoine secoue la tête. Il sait que la clémence serait une trahison envers les morts, envers Aminata, qui respire encore faiblement dans la chambre, envers Maria, qui a tout risqué. Les sirènes hurlent au loin, se rapprochent, les gyrophares de bleu balayent les murs de pierre. Et Claire, épuisée, s'affale dans le fauteuil, les yeux vides, tandis que Viviane reste à genoux, les mains jointes, comme en prière. Mais la prière est ses veines, car les portes s'ouvrent, les policiers entrent, menottes prêtes, et Antoine recule, laisse la loi prendre le relais. Il monte l'escalier, entre dans la chambre, s'assoit près d'Aminata, prend sa main, sent le pouls faible mais régulier, et il murmure que c'est fini, que la maison est sauvée, que la lumière revient, que la fleur du jabuticaba continuera à vivre. Les menottes se referment sur les poignets de Claire et de Viviane avec un claquement sec qui résonne dans le salon comme un point final. Les policiers les relèvent, les guident vers la sortie, leurs pas traînant sur le parquet. Mais Antoine sait que les aveux ne suffiront pas, que les juges exigeront des preuves irréfutables, des traces de matériel qui ne laissent aucune place au doute, et il se tourne vers Maria, lui demande de l'aider à fouiller la maison une dernière fois avant que les scellés ne soient posés. Maria hoche la tête, essuie ses mains sur son tablier, et il commence par la chambre de Claire, ouvre les armoires, renverse les tiroirs, trouve sous le lit une mallette en aluminium fermée par un code. Antoine tape la date de naissance de sa femme, le verrou saute à l'intérieur des disques durs externes, des clés USB, des carnets de compte manuscrits, des enveloppes contenant des passeports falsifiés, et il branche le premier disque sur son ordinateur portable. Les fichiers s'ouvrent en cascade, des tableaux Excel avec les noms des victimes, les doses administrées, les dates de décès, les montants transférés, tout est là, chiffré, daté, signé. Maria, pendant ce temps, descend au sous-sol, allume la lampe torche de son téléphone, balaie les étagères poussiéreuses, repère une boîte à outils rouillée, l'ouvre, découvre à l'intérieur des flacons vides de séroprame, des seringues usagées enveloppées dans du plastique, des étiquettes décollées portant les noms des défunts, et elle appelle Antoine. Il descend, photographie chaque pièce. Les numéros de lot correspondent au registre de la pharmacie, les dates au certificat de décès, et il sent la nausée monter, mais il continue, car chaque flacon est une voix qui parle depuis la tombe. Il remonte, passe à la pharmacie Montfort-Lacroix, sous escorte policière, les scellés déjà posés sur la porte, mais un officier les autorise à entrer. Antoine ouvre le coffre-fort mural, derrière le comptoir, tape le code que Viviane utilisait pour les vins, rares. La porte s'ouvre, révélant des dossiers suspendus, des contrats de vente immobilière, des actes notariés, antidatés, des expertises médicales falsifiées, et au fond une enveloppe Kraft scellée contenant les vrais testaments des victimes, ceux qui léguaient tout à des associations caritatives, annulés par les faux que Claire avait fait signer sous emprise médicamenteuse. Le docteur Moreau arrive avec l'équipe médicale, prélève un nouvel échantillon sanguin sur Aminata, toujours allongée dans sa chambre, le garrot serre son bras frêle, l'aiguille pénètre la veine, le sang coule dans le tube, et le médecin promet un rapport toxicologique complet dans les 24 heures, confirmant que le taux de citalopram est retombé, que le corps commence à éliminer le poison, que la vie reprend ses droits. Antoine retourne à la maison, branche tous les disques durs sur un ordinateur sécurisé, copie les fichiers,
les sauvegarde sur un cloud crypté, envoie les liens au procureur, au journaliste, à l'avocat de la famille, et il trouve enfin la vidéo ultime, enregistrée par la caméra de surveillance de la pharmacie, Claire versant le contenu d'un flacon dans un gobelet gradué, le mélangeant à un sirop pour masquer le goût, le tout daté, horodaté, irréfutable. Maria, épuisée, s'assoit sur les marches de l'escalier, serre contre elle la boîte à outils, les flacons, les seringues, et elle pleure en silence, car chaque objet est une vie volée, chaque étiquette, un nom oublié. Mais elle sait que maintenant ses voix seront entendues, que la preuve finale est là, complète, écrasante, et qu'aucun avocat, aucune influence, aucun argent ne pourra plus effacer la vérité. Antoine remonte, s'agenouille, près du lit d'Aminata, prend sa main, sent la chaleur revenir dans les doigts, et il murmure que tout est fini, que les monstres sont enchaînés, que la maison respire à nouveau, que la fleur du Jabuticaba continuera à s'ouvrir chaque matin, que la justice, lente mais inexorable, a enfin trouvé son chemin jusqu'à eux. Les chais de la société vinicole sentent le bois humide et le raisin fermenté. Les barriques s'alignent en rangées interminables sous les poutres centenaires, et la conférence de presse commence dans un brouhaha de flashs et de micros tendus. Les journalistes se pressent autour de l'estrade improvisée, tandis qu'Antoine monte les marches, le visage fermé, les dossiers sous le bras, suivi de Maria qui porte la boîte à outils, comme un reliquaire. Il pose les documents sur la table, branche le projecteur, l'écran s'allume derrière lui. Et il commence sans préambule, la voix claire, projetant la première diapositive. La vidéo de la pharmacie où Claire verse le poison, l'image nette, la date en bas, le geste précis, et la salle se fige, les respirateurs se suspendent, les caméras zooment, les stylos s'arrêtent. Il passe à la suivante, les analyses sanguines d'Aminata, les courbes toxiques en rouge, les commentaires du docteur Moreau en surimpression, puis les tableaux Excel, les noms des victimes, les dates de décès, les montants transférés, chaque ligne une accusation, chaque chiffre une tombe, et les murmures montent, deviennent des exclamations, des questions fusent, mais Antoine lève la main, continue, projette les testaments falsifiés, les vrais testaments annulés, les contrats de vente, les expertises bidons, tout défile en une litanie implacable. Maria s'avance, ouvre la boîte à outils, en sort les flacons vides, les seringues, les étiquettes, les pose une à une sur la table, le métal cliquette contre le bois, et elle parle d'une voix calme, raconte les nuits où elle a vu Claire préparer les doses, les matins où Aminata ne reconnaissait plus son fils, les chutes, les pleurs, les chants étouffés, et les journalistes notent, filment, photographient, les flashs crépitent comme une mitraille. Antoine clique sur la dernière diapositive, une photo d'Aminata dans le jardin, la fleur du Jabuticaba en gros plan, la lumière dorée sur sa peau, et il annonce que la maison ne sera pas vendue, qu'elle deviendra un foyer d'accueil pour les personnes âgées, vulnérables, que la société vinicole financera des analyses toxicologiques gratuites pour tous les patients suspects, que les comptes offshore seront saisis, que les familles des victimes seront contactées, indemnisées, reconnues. Les portes des chais s'ouvrent brusquement. Les policiers entrent, Claire et Viviane menottées entre eux, les visages défaits, les cheveux en désordre. Et la salle explose. Les questions pleuvent. Les caméras se tournent. Mais Antoine reste debout. Il fixe sa femme, lui dit que c'est fini, que l'argent ne rachètera pas les vies, que la maison respire à nouveau, que la vérité a gagné. Claire baisse la tête, Viviane tente de parler, mais un officier la fait taire, les menottes tintent, elles sont entraînées de vers la sortie, les flashs les suivent, les journalistes courent, et Antoine descend de l'estrade, prend Maria par le bras, l'entraîne dehors, sous le soleil de midi,
Les vignes s'étendent à perte de vue. Le Jabuticaba lointain brille comme un phare. Les chaînes de télévision reprennent la conférence en direct. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les hashtags Justice pour Aminata et Pharmacie de la mort montent en tendance. Les autorités sanitaires annoncent une enquête nationale sur les prescriptions de psychotropes en gériatrie. Les familles de des victimes contactent Antoine, pleurent au téléphone, remercient, et il sait que la vérité, une fois lâchée, ne s'arrête plus, qu'elle coule comme le vin dans les barriques, qu'elle imprègne tout, qu'elle nettoie tout. Il rentre à la maison, trouve Aminata assise dans la véranda, une tasse de thé à la main, Maria à ses côtés, et il s'agenouille, pose sa tête sur les genoux de sa mère, sent les doigts de noirs caresser ses cheveux, entend la berceuse Wolof reprendre, douce, victorieuse, et il comprend que le Latkeo n'est pas seulement la chute des coupables, c'est la renaissance des survivants, c'est la maison qui respire, c'est la fleur qui s'ouvre, c'est la lumière qui triomphe. Le tribunal correctionnel de Bordeaux résonne sous les pas des avocats et des greffiers. Les boiseries lades sombres absorbent la lumière des lustres, et le président de chambre, robe noire impeccable, frappe le marteau une dernière fois, le son sec clôturant 12 ans de prison ferme pour Claire de Montfort-Lacroix et 15 pour Viviane, peine assortie d'une interdiction définitive d'exercer toute profession médicale ou pharmaceutique, tandis que les deux femmes, debout dans le box, tête baissée, écoutent la litanie des chefs d'accusation. Homicide involontaire sur 5 personnes âgées, faux et usage de faux en écriture, abus de confiance aggravé, escroquerie en bande organisée, chaque mot tombant comme une pierre dans le silence de la salle. Les familles des victimes, assises au premier rang, serrent des mouchoirs, certaines pleurent, d'autres hochent l'arc la tête, et Antoine, témoin principal, reste droit, les mains posées sur le banc, sentant le poids de chaque nom prononcé, chaque vie rendue à la mémoire collective. La pharmacie Montfort-Lacroix ferme ses portes sous scellés rouges. Les vitrines se couvrent de papier kraft. Les employés licenciés reçoivent des indemnités, et l'ordre des pharmaciens, Ray Claire et Viviane de ces registres, publie un communiqué condamnant les pratiques, promettant des contrôles renforcés sur les prescriptions de psychotropes. Les comptes offshore sont gelés, les fonds saisis, reversés à un fonds d'indemnisation géré par l'État, et les maisons volées, une à une, sont restituées aux héritiers légitimes, les actes notariés annulés, les ventes déclarées nulles, les familles recevant enfin les clés de leurs biens, les larmes coulant sur les seuils rendus. L'institution Saint-André, impliquée dans les expertises bidons, voit sa direction démissionner, ses agréments suspendus, ses locaux perquisitionnés, et une enquête administrative révèle des pots-à-paix de vin, des certificats médicaux vendus, des placements forcés. Tout l'édifice s'effondre comme un château de cartes trempé. Antoine signe les derniers documents au palais de justice, la plume gratte le papier, les tampons claquent, et il sort sous un ciel gris. La pluie fine mouille son visage, mais il sourit, car la justice, lente, lourde, implacable, a fini par parler, a rendu les noms, a rendu les maisons, a rendu la dignité. Il monte en voiture, conduit jusqu'à la maison, trouve Aminata dans la véranda, une couverture sur les genoux, Maria tricotant à ses côtés, et il s'assoit, prend la main de sa mère, sent la chaleur revenue, entend le souffle régulier, voit les yeux clairs, et il sait que la peine prononcée n'est pas seulement une condamnation, c'est une délivrance, c'est la fin d'un cauchemar, c'est le début d'un temps où plus personne ne mourra en silence dans cette famille. Les journaux titrent « Le poison des héritages », les chaînes diffusent des reportages, les experts débattent, les lois changent, les prescriptions de psychotropes en gériatrie sont désormais tracées, contrôlées, surveillées,
et Antoine, en rentrant, accroche au mur du salon le jugement encadré, juste à côté de la photo d'Aminata et de son mari, pour que plus jamais l'oubli ne soit une arme, pour que la maison se souvienne, pour que la lumière reste. Antoine convoque le conseil d'administration dans les chais mêmes, où la vérité a explosé, les barriques alignées comme des témoins muets. Et il annonce la création de la fondation Aminata, une structure dédiée à la protection des personnes âgées, vulnérables, financée par la totalité des bénéfices de la société vinicole pour les 5 prochaines années. Les actionnaires protestent, les chiffres dansent sur l'écran, mais ils balaient les objections d'un revers de main, signent les statuts, sur le champ, la plume glisse sur le papier, les tampons claquent, et la fondation naît, dotée d'un budget initial de 5 millions d'euros, logée dans les anciens bureaux de la pharmacie Montfort-Lacroix, transformée en centre d'accueil et de formation. Il recrute des médecins gériatres, des juristes spécialisés en abus de faiblesse, des psychologues, des infirmiers, et il impose un protocole strict, analyse toxicologique systématique pour tout patient signalant confusion ou chute, accompagnement juridique gratuit pour les successions contestées, hébergement temporaire dans la maison de Pessac, reconverti en foyer d'urgence, les chambres repeintes, les couloirs éclairés, les jardins ouverts, à tous. Maria devient la première directrice résidente, elle forme les équipes, enseigne les signes d'intoxication médicamenteuse, partage son expérience, ses nuits de veille, ses vidéos, ses torchons brodés, et elle institue un rituel quotidien. Chaque matin à 10 heures, les résidents se rassemblent ici dans la véranda, boivent un thé à la menthe, chantent une berceuse, wolof, portugais, français, peu importe. La musique unit, la mémoire revient, les corps se redressent. Antoine fait don de la maison, à la fondation, signe l'acte chez le notaire. La plume tremble légèrement, mais il appose sa signature. Aminata à ses côtés, la main ferme sur la canne, et la maison devient la maison Aminata, un lieu de lumière, un refuge, un laboratoire vivant où l'on teste de nouveaux protocoles, où l'on forme les aidants, où l'on prévient plutôt que guérir. Il lance une campagne nationale, affiches dans les pharmacies, spots radio, vidéos sur les réseaux, le visage d'Aminata en gros plan, son sourire, sa fleur de jabuticaba, et le slogan « Le soin ne doit jamais tuer ». Les dons affluent, les entreprises s'associent, les écoles de médecine intègrent le cas dans leurs cours, les lois évoluent or, les prescriptions de psychotropes en EHPAD sont désormais soumises à un comité collégial. Aminata, guérie, marche sans canne dans le jardin, cueille les fruits du jabuticaba, les offre aux résidents, raconte son histoire. Sa voix porte, les larmes coulent, mais elles sont des larmes de vie, et elle a de l'inaugure la bibliothèque, remplie de livres en wolof, en portugais, en français, offerts Pelicida par les familles reconnaissantes. Antoine finance des bourses pour les aidants immigrants, des formations en gériatrie, des recherches sur les interactions médicamenteuses, et il fait graver sur la façade, en lettres d'or, Maison Aminata, un foyer de lumière. Les lettres brillent sous le soleil bordelais, les voitures ralentissent, les passants photographient, l'histoire voyage, la fondation grandit, ouvre des antennes à Lisbonne, à Dakar, à Paris, et partout le même rituel, le thé, la berceuse, la mémoire. Il organise une cérémonie annuelle, le jour de l'éclosion du jabuticaba, invite les familles, les résidents, les soignants, allume des lanternes, chante, pleure, rit, et il sait que la rédemption n'est pas dans l'oubli, mais dans l'action, dans le don, dans la lumière qui chasse l'ombre, dans la maison qui respire, dans la vie qui continue, plus forte, plus juste, plus humaine. Les années coulent comme le vin dans les barriques, lentement, richement, et la maison Aminata s'épanouit sous le soleil bordelais, les murs de pierre,
respire pomme la lumière. Les jardins débordent de fleurs. Le Jabuticaba donne désormais des fruits à chaque saison. Les résidents les cueillent, les partagent, rient sous les branches. Tandis qu'Aminata, cheveux blancs mais yeux vifs, préside l'été matinaux. Sa voix porte les berceuses wolof qui traversent les couloirs, se mêlent aux chants portugais de Maria, aux comptines françaises des nouveaux arrivants. Antoine, grisonnant, passe chaque dimanche, apporte des caisses de vin, millésimées, s'assoit parmi les anciens, écoute leurs histoires, note les prénoms, les dates, les souvenirs, et il finance les extensions, une aile pour les aidants, une serre pour les plantes médicinales, un studio d'enregistrement où les résidents capturent leur mémoire, leur voix, leur vie, pour que plus jamais le silence ne soit une arme. Maria, directrice honorifique, forme les jeunes soignants, montre comment détecter les signes, comment écouter, comment protéger, et elle tricote des écharpes pour chaque départ, chaque guérison, chaque anniversaire, les mailles serrées comme des promesses. La Fondation publie un rapport annuel, des chiffres froids qui deviennent chauds dans les cœurs. 5000 analyses toxicologiques gratuites, 200 successions sauvées, 100 familles réunies, et les médias reviennent, filment les jardins, les thés, les champs, diffusent l'espoir, transforment la maison en symbole, en modèle, en lumière qui voyage jusqu'à Dakar, jusqu'à Lisbonne, jusqu'aux quartiers oubliés de Paris. Aminata écrit une lettre, la lit chaque année lors de la cérémonie du Jabuticaba. La voix ferme, les mots simples. Elle dit que le vrai poison n'est pas dans le flacon, mais dans le silence, que la vraie richesse n'est pas dans la maison, mais dans la mémoire partagée, que la vraie victoire n'est pas dans la peine prononcée, mais dans la vie rendue. Et les résidents pleurent, applaudissent, chantent, les lanternes s'élèvent dans le ciel nocturne, dessinent des constellations nouvelles. Antoine, un soir d'automne, s'assoit sous l'arbre. Aminata à ses côtés, Maria tricotant, et il ouvre une bouteille de 1982, le vin coule rubis dans les verres. Ils trinquent à la vie, à la lumière, à la maison, et ils murmurent que l'erreur fut grande, mais la réparation plus grande encore, que l'amour aveugle a cédé la place à l'amour lucide, que la famille n'est plus seulement de sang, mais de choix, de combat, de mémoire. Les résidents les rejoignent, les verres s'entrechoquent, les voix montent, les histoires se croisent, les rires fusent, et la maison vibre, vivante, ouverte, généreuse. Antoine fait graver une plaque près de la porte. Ici, le soin ne tue pas, il sauve. Les lettres brillent sous la pluie fine. Les passants s'arrêtent, lisent, sourient, et la maison devient légende, devient espoir, devient foyer. Le Jabuticaba donne sa dernière fleur de l'année. Aminata l'accueille, la pose sur la table, et elle dit que la vie, comme l'arbre, a besoin de temps, de lumière, de racines solides, que la justice n'est pas une fin, mais un commencement, que la mémoire n'est pas une charge, mais un trésor, que l'amour, quand il apprend à voir, devient invincible. Les lanternes s'éteignent une à une, la nuit enveloppe la maison, mais la lumière reste dans les cœurs, dans les voix, dans les murs, dans la terre, et la maison Aminata continue de respirer, de chanter, de vivre, pour toujours. Dans cette roi d'histoire, le poison n'était pas seulement dans les flacons, mais dans le silence complice. La vraie lumière naît quand la mémoire refuse de mourir et que l'amour apprend à voir. Partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà senti un proche s'éloigner sous vos yeux sans comprendre pourquoi? Ou connu une trahison déguisée en soin? Racontez-nous, votre voix peut éclairer quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Abonnez-vous, activez la cloche, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui réveille les cœurs.